Donc présidente des Jeunes Socialistes, les JS, votre nouvelle appellation. Merci d'être avec nous ce matin. Un mot de cette situation internationale après les annonces de Poutine et cette mobilisation partielle en Russie. L'inquiétude monte bien sûr. Dans votre génération, dans les membres de votre mouvement, est-ce qu'on se dit, voilà, nous allons faire la guerre, il y aura la guerre sur notre territoire? Est-ce que certains se disent même qu'on va aller vers une guerre atomique? Il y a un fatalisme de ce genre? Alors, il n'y a pas de fatalisme, il y a évidemment beaucoup de craintes par rapport à la situation internationale aujourd'hui. Moi, je salue les mots qu'a prononcé le président de la République. Je crois qu'il faut être aujourd'hui extrêmement clair, extrêmement ferme sur ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Il faut rappeler évidemment notre soutien constant au peuple ukrainien, à la nation aussi ukrainienne. Et je crois qu'il faut aussi être très ferme. Les mots du président de la République, Emmanuel Macron, ils doivent aussi se suivre d'actes très forts. Aujourd'hui, on a des entreprises françaises qui continuent à avoir des activités en Russie. Je pense à Total, par exemple. Ça a été révélé dans Le Monde en août 2022. Et les contrats se terminent, les entreprises débobinent comme elles peuvent, non? Mais je pense qu'il faut être très ferme. Et si on est réellement en soutien au peuple ukrainien et si on veut réellement que la situation entre dans une désescalade, il faut que nous, on puisse jouer tout notre rôle. Certains, par exemple au RN, disent que les sanctions, ça se retourne contre nous, que ça punit pas la Russie, que ça punit nos entreprises et nos travailleurs. Vous savez, quand on est internationaliste, quand on est humaniste, je crois qu'il faut agir avec force et avec fermeté. Aujourd'hui, le peuple ukrainien, et avec le président Zelensky, on les entend régulièrement aussi s'exprimer, attendent de nous, attendent de l'Europe, une réponse extrêmement forte. Et je crois que c'est ce qu'on doit faire. Dans la stratégie d'Emmanuel Macron, il y a aussi le maintien d'un dialogue avec Poutine, de coups de téléphone réguliers. Ça aussi, vous le soutenez, vous le comprenez? Évidemment, la diplomatie ne peut pas s'arrêter. Au contraire, la France doit jouer son rôle pour discuter, pour exiger la fin de cette guerre. Et évidemment, moi, je pense qu'on doit aussi continuer à parler et on doit exiger des sanctions contre la Russie. Elles doivent continuer. Alors, l'une des conséquences de cette guerre, l'énergie flambe. Et il y a des profits exceptionnels pour certaines entreprises. Au passage, la gauche propose de les taxer, c'est ce qu'on appelle ces super profits. La gauche va organiser un référendum d'initiative populaire. Pourquoi en passer par là? Parce que le président ne nous écoute pas. Vous savez, je crois que le président de la République n'a toujours pas réellement compris qu'il l'avait gagné, non pas de son seul fait, mais parce que le peuple de gauche s'est aussi mobilisé contre l'extrême droite et contre Marine Le Pen. Aujourd'hui, on a besoin de justice sociale. Et que Elisabeth Borne, que le président de la République nous répondent à cette proposition concernant la taxe pour taxer les super-profits par uniquement du mépris, je trouve ça assez indigne de leur part. Il n'y a pas que du mépris, il y a aussi l'idée que le gouvernement va préférer des contributions, comme par exemple Total qui a déjà baissé de 20 centimes le prix à la pompe. Oui, quand on sait que Total a augmenté de 122% ses profits par rapport à 2021, je crois qu'on n'est pas juste à une étape de faire des dons. Il faut absolument avancer, il faut pouvoir mettre en place cette contribution exceptionnelle sur les super-profits. C'est une proposition qui vient des socialistes, qui a été construite par les socialistes, qui a été reprise par l'ensemble de la NUPES. 240 signataires, oui, pour cette proposition. Tout à fait, et il faut continuer. Total vous répond, oui, mais les profits, on ne les fait pas en France. Alors, on paye des impôts en France, 1,6 milliard, mais on en paye beaucoup plus ailleurs parce qu'on crée de la richesse ailleurs. Il faut évidemment, et nous, les taxes qu'on propose ont évidemment à voir avec les bénéfices qui sont faits en France. Mais cette proposition, elle peut nous rapporter entre 10 et 15 milliards. Et je crois que c'est quelque chose de très fort et qui peut réussir aussi à financer nos services publics, à aider aussi les Français à comprendre que les efforts, ils doivent venir des plus riches. Alors, cette proposition de loi, c'est pour organiser un référendum d'initiative populaire. Il va y avoir validation par le Conseil constitutionnel, c'est une première étape. Et après, il vous faut trouver en quelques semaines 5 millions de signatures. Alors 9 mois. Oui. On a 9 mois pour ces 5 millions de signatures. Ça passe vite. On l'avait vu lors des aéroports de Paris, en 9 mois, 1,1 million. Mais on va se battre, et vous savez, vous avez raison de dire que c'est un parcours du combattant. Mais comme les socialistes sont des combattantes et des combattants, moi j'ai confiance. On va aller sur le terrain, on va aller à la rencontre des Françaises et des Français, et on va les obtenir, ces 5 millions de signatures. Les Français aujourd'hui sont majoritairement favorables à cette proposition. On a aujourd'hui des obstacles, notamment le site internet qui avait été mis en place pour enregistrer ces signatures. Il doit être plus accessible, mais aussi, vous savez, je pense que le président peut peut-être entendre raison. Il avait lui-même proposé que le seuil passe de 5 millions à 1 million de signatures.
nous, on sera là pour lui rappeler que c'était sa proposition. 9 mois, ça va nous mener à l'été prochain. D'ici là, il y aura un budget. Le dialogue budgétaire a commencé à Bercy. Il y a peut-être moyen d'obtenir un amendement qui facilite les choses. C'est peut-être pas perdu. Enfin, quand on regarde comment se passe le débat parlementaire, notamment, là, on nous menace de passer en force sur la réforme des retraites, je pense qu'on peut aujourd'hui douter on va dire, la confiance qu'a le gouvernement, qu'a le président de la République en la République et en la démocratie parlementaire. C'est quelque chose qui moi, m'inquiète énormément. Aujourd'hui, on doit pouvoir renforcer cette démocratie-là, et donc je pense que c'est pour ça que c'est important de passer aussi par la forme référendaire. Alors, justement, vous parliez des retraites. Un sondage Odoxa montre que les Français, clairement, n'en veulent pas. Non seulement ils ne veulent pas de cette adoption rapide par le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, mais globalement, ils ne veulent pas qu'on touche aux retraites. Pourtant, il faudra bien les réformer, ces retraites. La gauche doit bien proposer aussi des réformes, sinon on va vers les déficits. Enfin, vous savez, aujourd'hui, le système des retraites, il a été démontré qu'il est excédentaire. Oui, mais en 2030, c'est plus le cas. Peut-être, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on est dans ce pays où les habitants, les citoyennes et les citoyens vivent une situation de détresse folle. Vous avez parlé à l'instant de la question de l'énergie qui flambe et le prix de l'énergie qui flambe. Est-ce réellement le moment pour dire aux gens, vous allez vivre encore plus mal? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a d'ailleurs pas de moment pour dire aux Françaises et aux Français qu'ils vont vivre encore plus mal. La seule réponse, finalement, c'est mon impression, que le président, que son gouvernement a à donner aux Français, c'est le mépris. Toujours et toujours le mépris. Quand même François Bayrou se dit contre cette réforme des retraites passée en catimini, quand tous les syndicats sont contre. Vous avez sans doute entendu comme moi Laurent Berger, qui n'est pas le plus grand des gauchistes, et 9 Français sur 10 se disent contre cette réforme. Moi, je crois qu'à un moment, il faut aussi écouter le peuple, il faut écouter les Françaises et les Français. Alors, sur cette méthode, ça va sans doute être entendu, parce que sinon, ça sera un rapport de force terrible. En revanche, quand la gauche dit retraite à 60 ans, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à des gens qui vont partir à 60 ans alors qu'ils n'auront pas les années de cotisation et qu'il y aura des tas de vieux à faire vivre avec à la retraite? Nous, ce qu'on dit surtout, et c'est dans le cadre de cet accord de la NUPES, c'est que la retraite aujourd'hui à 60 ans doit rester un objectif, mais que évidemment surtout, ce qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est de nouveaux systèmes pour notamment les carrières longues, les carrières pénibles. C'est la gauche qui a avancé sur le compte pénibilité, par exemple. On doit continuer dans ce sens-là, mais prétendre que notre objectif, notre idéal de vie est de vivre en travaillant jusqu'à 65 ans, c'est aussi ça un mirage. Car la réalité, c'est que peut-être qu'on vit de plus en plus longtemps, mais on ne vit pas forcément de plus en plus longtemps en bonne santé. La gauche s'est aussi divisée sur le rapport entre travail et allocation, ce fameux débat lancé par Fabien Roussel. Est-ce que dans les jeunes socialistes, on réclame le droit à la paresse? Non, on ne réclame pas le droit à la paresse. Moi, je crois que le travail est au centre de notre vision de société quand on est de gauche. Et pour nous, c'est une priorité. L'amélioration du travail en réalité. Qualité de travail, qualité de revenus. Les conditions de travail, les salaires, on en parle assez régulièrement. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette surtout, c'est ce débat de petites phrases qui nous empêche de parler de fond. Parce que là, vous êtes Roussel, là. Non, mais je ne suis ni Rousseau ni Roussel, je suis socialiste. Mais ce que je pense surtout, c'est que quand on est aujourd'hui dans un pays où 5 millions de travailleurs ont accès à la prime d'activité, en réalité, il n'y a pas d'opposition entre travail et allocation, malheureusement. Mais notre objectif, c'est évidemment d'avoir accès à des minima sociaux qui permettent à toutes et à tous de vivre mieux. Il est là notre objectif. Quand on voit que les salaires sont bas, quand on voit que les femmes subissent des temps partiels, aujourd'hui, il y a effectivement une vraie question d'amélioration de nos conditions de travail. C'est ce sujet-là qui doit être posé, et j'espère qu'on arrivera collectivement à parler de fond et à sortir de la polémique des petites phrases. Le fond aussi, on voudrait en parler dans l'affaire Quatennens, qui déchire la NUPES, qui défraie la chronique. Pour vous, jeune femme engagée en politique, est-ce qu'avoir reconnu une gifle, ça l'oblige à démissionner de son poste de député, ou est-ce qu'il faut attendre que la justice termine son enquête et on verra plus tard? Écoutez, moi, je ressens, même globalement, au-delà de cette affaire juste Quatennens, un vrai malaise par rapport à toutes ces affaires qui se dévoilent petit à petit. La parole se libère, c'est sans doute très bien, mais trop lentement et pas encore partout. On a dans nos partis, et je le sais pour l'avoir au Parti socialiste, des cellules qui écoutent les personnes qui les saisissent, qui s'auto-saisissent aussi parfois. Parfois qui écoutent les accusés, ça fait un peu justice parallèle dans les partis, ça. Écoutez, aujourd'hui, je pense que dans tous les cas, le système est perfectible. Au Parti socialiste, on a tendance à dire, et on le dit tout le temps, socialiste donc féministe. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, ça veut dire qu'il faut avancer, qu'il faut proposer de nouvelles choses. Moi, ce que je remarque dans cette affaire, c'est surtout qu'elle met aussi une certaine lumière sur le sujet des violences conjugales. Et je ne pense pas qu'il faille tourner le regard. Aujourd'hui, et c'est l'Observatoire national des violences conjugales qui le dit, oui. voilà, il y a 213 000 femmes en 2019
qui ont été victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint. Et sur ces femmes-là, seulement 18%, c'est le gouvernement qui l'estime, passent la porte d'un commissariat. Et là, est-ce que vous pensez que si on oblige Quatennens à démissionner, ça aidera ces femmes à parler plus, à porter plainte plus ? Écoutez, moi je vous avoue que je ne comprends pas surtout pourquoi il ne démissionne pas de lui-même. Quand on est un responsable politique de gauche, quand on a porté ces sujets-là, quand on dit que la question des violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une priorité, pour moi, c'est effectivement à lui de démissionner. Mais au-delà de ce seul sujet, que fait-on collectivement par rapport aux violences sexistes et sexuelles ? La réalité, c'est que quand 18% des femmes seulement osent passer la porte d'un commissariat, quand seulement 18% des femmes ont la force d'aller porter plainte ou d'aller déposer une main courante, on a un réel problème aujourd'hui. Il faut mettre le paquet, il faut pouvoir investir énormément, 1 milliard, c'est notre demande par an, sur la question des violences sexistes et sexuelles. En Iran, les femmes manifestent sans voile pour protester contre une violence faite à l'une d'entre elles qui a été tuée par la police des mœurs, parce qu'une mèche dépassait de son foulard. Est-ce qu'on peut défendre ces Iraniennes et puis se battre en France pour que les filles voilées aillent à l'université, que certaines portent le burkini dans les piscines ? Est-ce qu'il n'y a pas un double regard étrange ? Écoutez, moi, quand je regarde ces femmes iraniennes qui se battent, qui manifestent, j'ai vu encore hier, et je crois qu'on les a tous vues, ces images de ces jeunes femmes qui dansent autour d'un feu de camp et qui brûlent leur voile. Ce voile que d'autres veulent porter dans nos sociétés. Non, mais je pense que on ne peut pas tout à fait comparer la situation iranienne, qui est celle d'un régime théocratique, avec une police des mœurs qui a tué, en l'occurrence, cette jeune femme, Mahsa Amini, pour avoir mal porté, selon leur voile, et la situation française. Le voile n'est jamais un signe, selon moi en tout cas, d'émancipation. Jamais. Ce n'est pas un signe que je défends et personne. La loi française est pour moi très claire, mais comparer les deux situations me paraît excessif. Mais on a l'impression que c'est plus facile d'être musulmane dans un pays qui n'est pas islamiste, qui n'est pas théocratique. Évidemment, je crois que la France, d'ailleurs, est un pays qui protège les libertés individuelles, qui a une loi et une constitution qui nous protègent toutes et tous, que notre loi de laïcité, que les lois de 1905 aujourd'hui, est évidemment une loi de protection. Emma Rafovitch, présidente des Jeunes Socialistes, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité à 7h45 sera Carl Olive, député Renaissance des Yvelines.